être jeune et en bonne santé, prendre soin de soi, c'est très important. Et pour cela, nous recevons aujourd'hui Marine L'Orphelin. Alors Marine L'Orphelin, vous êtes ex-Miss France, certes, mais vous êtes aussi médecin généraliste. Vous avez plein de projets. Je crois que vous avez récemment rejoint l'équipe de Télématin pour une chronique santé. Je vous demandais de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, et puis je vous laisserai la parole pour animer cette conférence. Merci déjà pour le petit coup de pression. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être présente aujourd'hui, invitée par le CHU de Saint-Étienne, qui est un gros partenaire de cette journée de la santé. Et bravo à eux d'organiser ce genre d'événement, parce que je pense que la santé, il faut qu'on la rende accessible, audible et intéressante, et qu'on dynamise, qu'on crée de l'événement autour de la santé. Donc voilà, ce genre de journée, c'est une belle occasion de le faire. Pour me présenter, donc oui, peut-être certains d'entre vous m'ont connue suite à mon élection de Miss France il y a 12 ans. Le temps passe vite. J'ai fait mes études de médecine, j'ai poursuivi mes études de médecine suite à Miss France, et je faisais mes études de médecine à Lyon. Je sais que c'est pas forcément une ville que vous appréciez ici, mais j'en garde un excellent souvenir. J'ai fait mon internat après à Paris, donc de médecine générale. J'ai exercé pendant 2 ans à peu près en Nouvelle-Calédonie en tant que médecin remplaçant, médecin généraliste. Et moi, on va dire mon cheval de bataille, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est la prévention, tout ce qu'on peut mettre en place pour essayer de rester en bonne santé et vieillir mieux plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on fait face aussi au problème des déserts médicaux, des difficultés d'accès aux soins. Et je pense qu'en fait, on peut déjà tous agir et être acteurs de sa santé, chacun, grâce à toutes ces bonnes habitudes que vous pouvez mettre en place. Donc je pense que c'est aussi un peu l'avenir, c'est de redonner du poids et de l'importance à la prévention, et d'essayer d'accompagner au maximum tous les Français vers toutes ces bonnes habitudes. Donc après, j'ai écrit un livre qui est sorti au mois de septembre, qui s'appelle du coup En pleine forme. Voilà le titre du livre, dans lequel je parle de santé physique et de santé mentale. Encore une fois, tout ce qu'on peut mettre en place pour prendre soin de son corps et de sa tête. Et j'ai eu le plaisir aussi d'avoir quelques chroniques au magazine de la santé, plutôt axées sur le sport et les Jeux Olympiques, et sur Télématin le week-end pour parler de santé. Voilà, parce qu'en fait, j'adore mon métier, mais c'est vrai que moi, j'ai une appétence pour les médias. Je suis sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup de santé sur les réseaux sociaux. Et rien de tel qu'utiliser la télé, les réseaux sociaux pour toucher un maximum de monde et donc de faire passer ces messages de santé. Voilà. Je vais vous laisser poursuivre pour la conférence. Quels sont les propos que vous avez voulu évoquer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important dans le fait d'être en pleine forme aujourd'hui pour vous ? Vous avez parlé de santé mentale, c'est très important, santé physique aussi. Sur quoi est-ce que vous voulez appuyer aujourd'hui ? Eh bien, en fait, pour rajouter une petite couche, je vais parler de bouger plus, de manger mieux, des écrans, de la santé mentale globalement. Alors là, j'ai axé la conférence sur les jeunes, donc les adolescents, les jeunes adultes, parce que, comme je le disais au début, ils sont aussi l'avenir de notre société, et donc il faut essayer de les sensibiliser dès le plus jeune âge. On a tous un rôle à jouer là-dessus. Soit nous sommes jeunes et donc faisons passer les messages, soit nous sommes parents, soit nous sommes grands-parents, et donc on peut aussi faire passer ces messages à notre entourage. Quand on est jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate quels sont les principaux problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui pour être quand on veut être en bonne santé ? C'est ce que je vais raconter dans mes diapositives, mais si vous voulez, je peux l'aborder tout de suite. On va y aller tout de suite. L'idée, c'est, en gros, les problématiques auxquelles font face les jeunes aujourd'hui, déjà, c'est... Est-ce que ça marche ? Alors oui, j'ai mis des petites photos. C'est des photos que vous trouvez dans mon livre. C'est déjà être... Alors, attendez, je peux pas enlever le... Ok. C'est déjà être plus actif. Malheureusement, aujourd'hui, il y a 1/3 des enfants, 3/4 des adolescents, une femme sur 2 et un homme sur 3 qui n'atteignent pas les recommandations d'activité physique. Donc quand même 3/4 des jeunes, des adolescents,
qui n'atteignent pas les recommandations d'activité physique, qui sont toutes simples, qui sont 1 heure d'activité physique quotidienne. Et quand on parle d'activité physique, c'est pas de sport, c'est 1 heure d'activité physique modérée qui va stimuler notre cœur, nos poumons, qui va nous faire un peu transpirer. Donc ça peut être tout simplement, pour les jeunes, pour les enfants et pour les jeunes, c'est tout simplement jouer dehors. Voilà, ça nous fait courir, marcher. Et donc ça, c'est de l'activité physique quotidienne. Pour les adultes, on parle plutôt de 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et donc, je me répète encore une fois, pas de sport, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément le sport, qui ne pratiquent pas forcément le sport, mais qui peuvent rester actives en marchant, en faisant du jardinage, en prenant les escaliers, en faisant leurs courses, en faisant du ménage. Toutes ces activités physiques-là comptent comme de l'activité physique suffisamment intense pour avoir des bénéfices sur votre santé. Et ça, j'aime le rappeler et vraiment faire cette différence entre sport et activité physique. Les recommandations sont vraiment basées sur le fait déjà de bouger plus au quotidien. Et un petit chiffre qui m'a un peu inquiétée quand j'ai préparé cette conférence, la France est classée 119e sur 146, donc c'est vraiment pas super. Là, on ne peut pas faire cocorico, concernant les ados les plus actifs. Donc, en fait, on est vraiment, vraiment, vraiment mauvais sur l'activité physique des jeunes. Après, quand on creuse un petit peu les recommandations, vous pouvez facilement les trouver sur Internet, les recommandations de l'OMS, de la Haute Autorité de Santé. On détaille un petit peu, déjà, être actif au quotidien, et ensuite, pratiquer une activité sportive. Et là, on recommande de faire des activités qui stimulent un peu son cardio, des activités de renforcement musculaire, des activités d'entretien, de la souplesse. Donc, voilà. Après, on peut creuser un petit peu cette notion d'activité physique. Ouh là là, j'ai mis une photo qui fait très peur. Vous en rappelez ou pas de cette photo ? C'est une projection de l'être humain dans quelques années, je ne sais pas. Exactement, par la fameuse intelligence artificielle. Donc, cette photo, elle a été diffusée, je crois, il y a 1 an ou 2, dans les médias. Donc, l'intelligence artificielle avait calculé, essayé d'imaginer à quoi ressemblerait l'être humain si si on travaillait uniquement en télétravail, donc si on était sédentaire, dans 100 ans. Voilà, et ça, franchement, ça donne pas du tout envie. Et donc, en fait, un autre enjeu aussi de la jeunesse, c'est d'être moins sédentaire. 75 à 85% des jeunes de 6 à 17 ans sont sédentaires. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire sédentaire, du coup ? Rester assis, rester assis trop longtemps. Et en fait, la recommandation, alors les recommandations varient un tout petit peu, on est entre 7 et 8 heures par jour assis. Et, 7 et 8 heures par jour assis, ça veut dire être sédentaire. Voilà. Donc, une petite recommandation associée à cela, c'est que, comme vous tous, moi, la première, on est très sédentaire. On est assis, on travaille sur des ordinateurs, on prend les transports en commun où on s'assoit, on prend la voiture où on s'assoit. Donc, l'idée derrière cette recommandation, c'est d'essayer de limiter ce temps assis, mais aussi de se lever au maximum et donc d'essayer de se lever au moins toutes les 2 heures pour être actif, marcher 5 minutes pour aller faire une course et donc, par exemple, couper, pour les étudiants, couper sa session de révision, se dire, voilà, ça fait 1 heure ou 2 heures que je suis assise, eh bien, je vais arrêter ma session de révision, je vais aller prendre un verre d'eau, je vais marcher 5 minutes, je vais me balader dans ma maison, voilà, m'aérer l'esprit et je vais être actif. Donc, en gros, entre l'activité physique et la sédentarité, il y a 2 jeunes sur 3 qui ont un mode de vie risqué pour leur santé aujourd'hui. Voilà. Désolée, je fais un petit peu des petits chiffres au début, mais voilà. Donc, petite question, est-ce qu'on peut être active et sédentaire en même temps ? Pourquoi pas ? Et oui, mais j'ai entendu beaucoup de oui. Donc oui, malheureusement, on peut être actif et sédentaire en même temps. Et c'est souvent une justification qu'ont les patients de dire non, mais je suis actif, moi je fais 1 heure de sport par jour. Bah oui, mais si vous êtes assis 10 heures à côté, bah oui, effectivement, vous êtes actif, mais vous êtes sédentaire aussi. Donc vous avez les risques sur votre santé. Juste un tout petit mot sur les inégalités, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. J'ai regardé un peu les chiffres, et malheureusement, les filles sont moins actives que les garçons. Et les femmes, donc adultes, sont moins actives que les hommes.
Et ça, il y a à peu près 20% d'écart dans les chiffres à chaque fois. Donc les hommes sont toujours plus actifs que les femmes, et il y a 20% d'écart. Alors pourquoi ? Parce que, notamment, il y a des restrictions, un peu des barrières qu'on se met dans notre tête, nous les jeunes femmes, à dire ah non mais ça c'est pas un sport qui est fait pour moi. C'est historiquement un sport d'homme. Qui l'a dit ? Personne, parce qu'on est fait pareil, donc on a les mêmes capacités, donc en fait on pourrait faire les mêmes sports que les hommes. Et il y a beaucoup de jeunes filles, j'ai lu dans des articles et tout ça, beaucoup de jeunes filles qui s'empêchent de faire certains sports parce que c'est lié à ces stéréotypes de c'est un sport de filles, c'est un sport de garçons, alors que finalement la première chose qu'on doit chercher dans l'activité physique, c'est du plaisir, de l'envie. Et donc, c'est se tester toutes les activités physiques qui peuvent nous plaire. Et après, j'ai mis niveau de vie et niveau d'études, parce que c'est vrai, malheureusement, les personnes qui sont plus précaires, qui ont moins de moyens, qui ont moins fait d'études, elles sont moins actives. Donc, ça fait partie des politiques de santé publique d'essayer d'aller chercher toutes ces personnes qui sont moins actives. Hop, je passe un petit peu vite. Alors, les impacts sur la santé, vous les connaissez, mais quand même, évidemment, on parle de santé et de médecine aujourd'hui, donc je vous fais quand même un rappel. L'activité physique, la sédentarité, ça a à peu près, on va dire, les mêmes impacts. Donc l'activité physique, les impacts positifs, et la sédentarité, les impacts négatifs sur le surpoids, l'obésité, évidemment. Aujourd'hui, 9% des 18-24 ans qui sont en situation de surpoids. Une personne sur 10. Donc c'est énorme. Et encore plus chez les jeunes. Donc en fait, les jeunes, quand ils sont en surpoids, souvent ils le restent quand même après. Et c'est là tout le problème. La santé cardiovasculaire et pulmonaire, bien sûr, plus on est actif et plus on fait travailler son cœur, ses vaisseaux sont en bonne santé, on limite l'hypertension artérielle, on limite le risque d'AVC, on entretient dès le plus jeune âge sa capacité respiratoire, on développe sa cage thoracique. Et donc, plus on fait du sport jeune, et mieux on va être capable de respirer et de maintenir cette capacité pulmonaire à l'âge adulte. Plus on est jeune aussi, et plus on entretient et on travaille sa santé osseuse. Les sports avec des impacts, en fait, ils vont renforcer la structure osseuse. Et donc, ce capital osseux, on le crée en fait dans notre jeunesse. Et c'est ce capital osseux après qui va évoluer et qui va notamment se détériorer à l'âge, à partir de 50 ans notamment, et créer de l'ostéoporose. Donc plus on est actif plus jeune, et mieux on limite ce risque d'ostéoporose. Pareil, plus on a de muscles, on les développe dans notre jeunesse, et plus on va avoir ces capacités musculaires. Le risque de cancer, ça on le sait maintenant, c'est prouvé par énormément d'études. L'activité physique diminue le risque de certains cancers, notamment le cancer du sein et le cancer colorectal. Donc voilà, c'est très important. Et l'impact sur la santé mentale aussi, énorme. J'en reparle encore après. Mais vraiment, on ne s'en rend pas compte de cet impact sur la santé mentale, mais il est majeur. Bon, j'ai mis une petite page de mon livre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a dit tout ça ? Expérience personnelle, quand je suis rentrée en fac de médecine, j'ai arrêté j'ai rendu ma licence d'athlétisme, j'ai arrêté de faire du sport parce que j'estimais que j'avais pas le temps et qu'il fallait que je me concentre à fond sur les études, ce qui est vrai, j'avais pas trop le temps, il fallait que je me concentre à fond sur les études. Il n'empêche que vous ne perdez jamais de temps à faire de l'activité physique. En fait, vous améliorez vos performances cognitives derrière, vous êtes mieux concentré, vous avez un meilleur sommeil. Donc, ça vaut le coup en fait de prendre une demi-heure, de prendre 1 heure dans sa journée, de faire une pause dans ses révisions, dans son travail, dans son télétravail. Et pour faire cette activité physique, ça va être que bénéfique sur vos performances. Donc, je dis on retrouve du plaisir et de la simplicité. Pour faire du sport, on s'inscrit pas à une salle de sport qui est pas à côté de chez nous, qui est à 50 km. On doit prendre la voiture pour y aller. On essaye de trouver un club, on essaye de trouver des amis, on essaye de trouver du soutien pour cette activité physique à côté de chez nous ou à côté de notre lieu de travail pour se faciliter la vie. Arrêtons de nous mettre des complications. Et le plaisir, on peut le trouver dans la variété des activités. J'en parlais tout à l'heure. Tester des activités. Les moyens de transport, très 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 important. Essayer de descendre un petit peu avant l'arrêt de bus, ou l'arrêt de métro, de tram, avant, limiter la voiture. Mais tout ça, vous le savez, mais
c'est important qu'on se le répète toujours. Les pauses en télétravail, j'en ai parlé. Et on limite le temps passé devant les écrans. Alors, les écrans. En fait, j'ai fait une conférence un peu longue, je suis désolée, donc je vais essayer d'avancer quand même. Stopper les écrans. Je trouve que ça, c'est pour le coup, c'est vraiment un problème actuel, contemporain, donc des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. 80% des jeunes passent plus de 2 heures par jour devant un écran, alors que la recommandation, c'est moins de 2 heures par jour. Donc déjà, ils sont... Et vous savez à combien ils sont, en moyenne? C'est 4 heures. C'est 2 fois la recommandation. Et c'est 5 heures chez les adultes, parce qu'ils ont l'écran au travail, tout ça. Donc là, c'est vraiment... c'est très, très, très inquiétant. Les écrans, je me suis perdue. Ah oui, pourquoi? Notamment les réseaux sociaux. J'étais obligée de vous en parler, étant très active sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Alors, ce que je voulais vous dire déjà, c'est que donc les réseaux sociaux, donc 2h12 par jour pour quasiment la totalité des jeunes, donc voilà, c'est énorme. Et donc les réseaux sociaux, faut pas les voir comme le grand méchant loup, hein. Les réseaux sociaux, ils apportent aussi énormément accès à Internet, à tous les réseaux sociaux. Déjà, ils nous permettent à tous de communiquer. Grâce à Facebook, à Instagram, on garde des liens avec nos proches, avec nos amis qui sont loin. Donc c'est quand même un véritable atout. Le problème, c'est qu'il y a à peu près, en gros, il y a un tiers des moins de 14 ans et 3/4 des 15-18 ans qui parlent avec des inconnus. Voilà. Donc on ne sait pas trop à qui on s'adresse, on prend des risques du coup à communiquer avec des inconnus. On a beaucoup d'informations, ce qui peut être très intéressant. On a accès à une information, on découvre des centres d'intérêt, on découvre des lieux, on peut découvrir des loisirs grâce aux réseaux sociaux. On élargit un peu nos connaissances. Par contre, le problème, c'est que y a beaucoup de fake news, beaucoup de fake med aussi dans la santé. Et quand on est jeune, comment on fait en fait quand on tombe sur ces informations? Le point essentiel que je voulais vous partager, c'est que ce n'est pas parce que l'information est relayée partout, qu'elle est likée des dizaines, voire des millions de fois, qu'elle vaut quelque chose. L'information est fiable quand elle a été vérifiée par des organismes sérieux, par des études scientifiques, par des études sociétales. Ce n'est pas l'information. On mélange en fait le poids de la communication, donc la diffusion des informations, avec la véracité du message associé. Donc attention à ça. Après, moi, je trouve que c'est intéressant aussi les réseaux sociaux parce que ça peut permettre d'avoir des rôles modèles, des personnes qui nous inspirent, qui nous donnent des idées. On peut découvrir des métiers, on peut découvrir des manières d'exercer certains métiers, mais aussi des manières d'être un petit peu, s'identifier à d'autres personnes avec nos différences, avec tout ça. Mais là, encore une fois, ça vaut le coup parfois de faire le ménage. Il faut, si vous ressentez, moi je m'adresse vraiment aux jeunes là, donc, mais il y a quand même des jeunes adultes parmi nous, ou les parents et grands-parents, vous pouvez parler avec vos jeunes des réseaux sociaux et de leur dire qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Si vous ressentez que ça vous fait, que ça vous stresse, si vous ressentez que ça vous fait du mal de voir la vie de certaines autres personnes, ça vous rend jaloux, ça crée des frustrations chez vous, supprimez. On fait le ménage. On bloque, on fait le ménage. On garde ce qui nous fait du bien, les personnes qui nous inspirent. Quels impacts sur la santé physique? Évidemment de la sédentarité devant les écrans, de la malbouffe, des troubles du comportement alimentaire, même parce que en fait, quand on est sur les écrans, on ne fait plus attention à nos sensations, à notre faim, à nos véritables envies. En plus, on voit passer beaucoup de vidéos, de publicités sur l'alimentation, les produits industriels. Donc là, c'est grignotage assuré. Voilà. Donc essayer aussi de sortir des écrans aussi, c'est se reconnecter à nos ressentis, et notamment sur l'alimentation. La santé des yeux, bon, je ne vais pas m'élargir là-dessus. Et les troubles du sommeil. Énorme, les troubles du sommeil liés aux écrans. La santé mentale, énormément, je vous disais, on peut ressentir du stress quand on est sur les réseaux sociaux. Les écrans aussi développent des troubles anxieux, de la dépression, bien sûr, isolent les personnes. Après, nous font aussi
nous sentir mal, comme je le disais, et donc parfois baisser notre estime de nous-mêmes. On peut se sentir vraiment, on peut avoir l'impression que notre vie est pas très fun et pas réussie, alors que pas du tout. Et le cyberharcèlement. Est-ce que vous pensez que la dépendance aux écrans, ça existe ? Ok. Alors, du coup, l'OMS s'est penchée sur cette question de la dépendance aux écrans et a conclu qu'en fait, il y a une véritable dépendance aux jeux vidéo. Ça, c'est rentré dans les référentiels de psychiatrie. Ça s'appelle le gaming disorder. Voilà, c'est la dépendance aux jeux vidéo. Par contre, tous les spécialistes du sujet s'accordent à dire qu'il y a effectivement une forme de dépendance aux écrans qui n'est pas encore suffisamment justifiée par les études pour qu'on l'appelle vraiment dépendance. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Là, j'ai mes petites fiches parce que c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, il y a des études qui ont montré que le fait de recevoir des likes sur les réseaux sociaux, des petits pouces, des commentaires, voilà, des interactions, libère de la dopamine. Et donc, c'est l'hormone de la récompense, du circuit de la récompense dans notre cerveau. Donc, à chaque fois en fait, qu'on a des likes, des interactions sur les réseaux sociaux, bah, ça nous fait du bien et ça nous fait nous sentir mieux grâce à ce système de la récompense. Donc c'est quand même quelque chose. Hein. Il se produit quand même des changements au niveau des neurotransmetteurs dans notre cerveau. J'ai noté hyperstimulation cognitive, parce qu'en fait, on est constamment stimulé par ces écrans et par ces réseaux sociaux. On voit passer beaucoup d'informations, et en fait, ça nous plaît. En fait, on aime être constamment stimulé comme ça. Et donc le FOMO, c'est le fear of missing out, c'est la peur de manquer justement des informations, de manquer des choses, de ne pas voir ce qui se passe dans la vie des autres. Et ça entretient du coup cette potentielle dépendance aux écrans, mais qui n'est pas encore rentrée dans l'OMS. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Mon expérience personnelle, j'ai installé une petite application qui s'appelle OneSec. Il y en a plein des applications, vous pouvez les trouver sur Google, qui permet justement de déjà prendre conscience qu'on a une véritable dépendance aux écrans ou aux réseaux. Là, j'ai fait le parallèle avec les réseaux sociaux, mais je suis partie en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu un problème de téléphone pendant une semaine. Elle peut vous le dire, ma manager, elle est là, elle est avec moi. Et pendant 3 jours, j'ai été exécrable, irritable, parce que je n'avais pas accès aux réseaux sociaux. C'est quand même... J'ai 30 ans, je m'estime saine d'esprit, enfin j'essaye en tout cas. Je suis consciente de, on va dire, mes atouts, enfin mes qualités comme mes défauts. Et là, j'ai pris une claque où je me suis dit, mais en fait, t'es dépendante aux réseaux sociaux. Et donc voilà, du coup, j'ai installé des applis pour me faire prendre conscience de cette dépendance. Et je vous assure, au début, ça fait mal. Parce que quand on voit qu'on a ouvert Instagram 80 fois dans la journée, ouais, ça fait réfléchir. On essaie de les arrêter 1 heure avant de se coucher. Ça va avec les troubles du sommeil, les écrans. 1 heure avant de se coucher, je trouve que c'est raisonnable. Si on se couche à 23h, minuit, 1 heure avant, ça va. On met le téléphone loin. On essaie de ne pas mettre les écrans dans la chambre. Comme ça, on limite la proximité aussi. On se met en fait une rigueur à s'éloigner. On prend de l'aide si besoin, si vraiment on subit du cyberharcèlement notamment. Donc, j'ai mis le petit numéro ici en cas de cyberharcèlement, le 3018. Mais voilà, on peut en parler avec son médecin, avec des psychologues. Elle est un peu trop longue ma conférence, mais promis, j'accélère un tout petit peu. Réapprendre à dormir. Donc j'en parle beaucoup dans mon livre. C'est le premier chapitre parce que les troubles du sommeil, en fait, le sommeil, c'est le pilier de notre santé. Si vous n'avez pas dormi, je vous parle. Bon, j'accélère. Donc, en fait, les adolescents manquent de sommeil. C'est lié beaucoup à leur mode de vie. C'est lié à l'adolescence aussi, c'est démontré. Les adolescents n'ont pas envie de se coucher tôt, ils se couchent tard. C'est lié à cette période de changement. Mais donc, il faut essayer de les aider, de les accompagner par rapport à ce manque de sommeil. Et 45% des 25-45 ans dorment moins de ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire, ils estiment qu'ils n'ont pas assez de sommeil. Donc, la moitié, en fait, des jeunes adultes. La recommandation chez les adolescents, il y a quand même une recommandation 8 à 9 heures par jour, parce que c'est une période où il y a beaucoup de changements physiques, hormonaux, beaucoup de choses à apprendre à l'école, voilà, donc ils ont quand même besoin de beaucoup de sommeil. Et en fait, la recommandation
Il n'y a pas de recommandation, je passerai le quiz, je vous avais fait un petit quiz. Pas de recommandation sur le temps de sommeil pour les adultes. Hein, c'est chacun dort la quantité de sommeil qui lui permet d'être en bonne santé dans sa journée d'après. Donc il y a certaines personnes, c'est 6 heures, d'autres c'est 7, d'autres c'est 8, d'autres c'est 9. Ok. En deçà de 6 heures, vous avez quand même un manque de sommeil. Et au-delà de 9-10 heures, ça peut être problématique. Les impacts sur la santé et sur le sommeil, ils sont nombreux et majeurs. Et c'est pour ça que je vous expliquais que le sommeil, c'est le chapitre premier de mon livre, et pour moi, c'est le premier facteur de votre santé, parce qu'il va impacter tout le reste. Par exemple, la faim. La faim, le poids, le métabolisme corporel. Quand on ne dort pas assez, vous l'avez certainement remarqué, on a envie de grignoter, on a envie de manger du sucre, on a envie de manger du gras, on a envie de manger ce qui nous fait plaisir. Et donc, en fait, c'est lié juste à des sécrétions hormonales pendant la nuit. L'hormone de la satiété qui n'est pas assez sécrétée pendant la nuit, et l'hormone de la faim qui est plus sécrétée. Et en plus, quand on est fatigué, on a besoin de sucre pour se maintenir éveillé. Donc, on a envie de tout ça, en fait. Donc déjà, par exemple, chez certaines personnes qui ont du mal, qui ont des petits troubles alimentaires, qui ont du mal à gérer un peu leur grignotage et tout, on peut réfléchir sur le sommeil. La récupération physique, tout ce qui est douleur, voilà, des gens qui souffrent de pathologies un peu douloureuses, on se blesse, ça m'est arrivé là, toute cette année, j'ai eu plein de blessures, mais clairement parce que j'étais quand même en manque de sommeil. Voilà. Le système immunitaire, quand on n'a pas bien dormi, on a 3 fois plus de risques d'attraper un rhume. Voilà. Sur la santé mentale, là aussi, le sommeil, c'est majeur. Gestion de vos émotions dans la journée, quand vous n'avez pas dormi. Bien sûr, vous êtes irritable. Bien sûr, vous avez du mal à accepter des petites difficultés de votre journée avec vos collègues au travail, tout ça. Les troubles anxio-dépressifs et les performances cognitives, j'en parlais pour les jeunes. Les performances dans les études, au travail, améliorées par le... ça, je vous ai déjà répondu à cette question. Est-ce qu'il faut vraiment dormir 7 à 8 heures ? Non, ça dépend des gens. Ah oui, alors la petite règle que j'ai inventée, qu'est-ce qu'on fait du coup quand on est en manque de sommeil ? Je l'ai appelée la règle des 3 R, mais il n'y a pas 3 R en fait. Mais bon, je trouvais ça rigolo. Je me fais marrer toute seule. Régularité du sommeil. Beaucoup de personnes, et moi y compris, je m'inclus toujours dans ce que je vous dis, c'est de l'expérience personnelle aussi, on se dit... c'est pas grave, j'ai pas beaucoup dormi cette semaine, mais je me rattraperai ce week-end. Déjà, on rattrape pas les heures de sommeil qui sont manquées. Les conséquences sur la santé, elles sont là. Donc, il n'y a pas d'effet cumulatif. Donc, le point principal, c'est d'essayer d'avoir un sommeil régulier. Et en fait, cette régularité d'horaire, de coucher, de réveil, c'est ce qui va vous permettre globalement d'améliorer votre sommeil. Les gens qui ont des insomnies, qui souffrent d'insomnie, c'est souvent parce qu'ils ont un rythme de vie complètement décousu et qui du coup manque de régularité. Donc vraiment, mon conseil principal, là, à tous, jeunes inclus, moins jeunes, c'est d'essayer de vous coucher à peu près à la même heure tous les jours. 1 heure d'écart n'a pas trop d'incidence. Au-delà de 2 heures, au-delà d'1 heure, ça a des incidences sur votre capacité à vous endormir. Un petit rituel le soir, un peu toujours la même chose, mais c'est pour donner le message à votre cerveau que c'est l'heure de se reposer et d'aller se coucher. Donc se mettre un petit rituel, c'est propre à chacun. Moi, j'en parle dans le livre de mes petites astuces de rituel, mais ça peut être la tisane. On dit que c'est quelque chose de grand, un peu la tisane de ma grand-mère. Non, en fait, les tisanes, c'est juste, ça peut être un moment de rituel, un moment de détente qui fait du bien. Et puis, votre allié aussi pour votre sommeil, la petite sieste. Super efficace pendant les études de médecine. Moi, je faisais une sieste, du coup. Alors, le meilleur moment pour la sieste, c'est vraiment après manger. Ça a été démontré. C'est le moment où on a le gros coup de fatigue, donc ça va nous aider à nous endormir. Une petite astuce, vous déjeunez, si vous aimez le café, vous avez l'habitude d'en prendre, vous prenez un café, vous faites la sieste juste après, et le café, il va vous réveiller, parce que la caféine, elle s'active au bout de 30 minutes. La sieste, alors un cycle de sommeil, c'est à peu près 1h30. Alors, soit vous faites un cycle complet, mais alors notamment chez les personnes âgées qui manquent vraiment de sommeil, ça peut être intéressant de faire un cycle complet. Par contre, chez les jeunes ou adultes qui doivent continuer leur journée, qui ont du travail derrière, éviter de rentrer dans un sommeil profond, donc on dit 20 à 30 minutes maximum de sieste. 1h30, c'est bon si...
En fait, la sieste, elle est bénéfique si quand vous vous réveillez, vous vous sentez en forme. Parce que quand on se réveille en plein milieu de son sommeil, quand on est rentré en sommeil profond, on est un peu groggy, on n'est pas... Ouais, on n'est pas bien, hein. Ouais, je suis d'accord. Bon, du coup, j'ai trop parlé, donc je m'étale pas sur la santé mentale des jeunes, mais c'est un gros sujet. La conférence, elle sera après. Oui, il y a une autre conférence sur la santé mentale des jeunes, mais j'avais préparé des diapos, mais en fait, à 16h05, je vous dis juste 2 mots, mais tant pis pour les diapos. Pendant mes études, j'ai voulu faire plein de choses. J'ai fait plein de choses. Enfin, j'ai fait la fac de médecine et puis à côté, il y a eu Miss France. Et puis, du coup, je faisais beaucoup de choses. J'avais un rythme de vie très intense, avec pas beaucoup de sommeil, avec une alimentation un peu décousue. Après, il y a eu l'internat. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse en 4e année de médecine, juste avant des partiels. Et alors que je n'avais jamais fait de crise d'angoisse de toute ma vie, mes parents ne sont pas angoissés, je n'ai pas d'antécédents particuliers familiaux sur la santé mentale. Donc au début, je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait et en fait, clairement, j'étais en surmenage. Et le problème, c'est que en fait, quand on découvre les crises d'angoisse, on a peur, ça fait peur une crise d'angoisse. Et on commence du coup à développer un peu des troubles anxieux, c'est-à-dire qu'on commence à avoir peur d'avoir peur. Et donc, je suis rentrée dans les troubles anxieux à l'internat de médecine générale. J'ai commencé à avoir peur d'aller en garde. J'ai commencé à avoir peur de tuer un patient ou de mal prendre en charge un patient et qui a un problème. J'ai commencé à ne pas dormir avant les gardes parce que du coup j'avais peur de la garde et donc du coup je dormais pas. Bref, donc en fait c'est un cercle vicieux. Donc le seul message, tant pis pour les diapos encore une fois, le seul message que je veux vous faire passer, c'est que les troubles psychologiques, voire psychiatriques, peuvent toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri. On a tous des moments difficiles dans nos vies et ça peut être lié à énormément de facteurs. Et donc, parlez-en, prenez soin de votre santé mentale au début. Voilà. Ne laissez pas un trouble s'installer. Vraiment consultez votre médecin traitant, un psychologue, ça peut être des centres d'aide aussi. J'en parle pour les jeunes à la fin, mais bon, il y a un numéro d'aide psychologique, mais il y a aussi, je l'ai noté, les maisons des adolescents, par exemple. Maisons des adolescents, donc des espaces d'échange avec plein de professionnels pour vous donner des conseils. Voilà. En tout cas, je fais très court, mais vraiment, ne laissez pas une souffrance psychologique ou un trouble que vous commencez à identifier s'installer. Prenez-le en charge. C'est une maladie, un traitement. On soigne un rhume, on soigne un diabète, on soigne un cancer. Et pareil, c'est pareil dans les troubles anxieux. Un petit trouble, des petites crises d'angoisse ponctuelles, il faut quand même en parler, il faut quand même les prendre en charge. Un syndrome dépressif, on le prend en charge. Une grosse maladie psychiatrique, on la prend en charge. Avec des protocoles et des traitements qui sont adaptés. Voilà. J'ai fait court du coup. Donc pour conclure, voilà, c'est tout ce dont je vous ai parlé. Bougez plus. Mangez mieux, j'ai pas trop développé, mais vous aviez eu une grosse conférence là-dessus. Le sommeil. Prenez-en soin de votre sommeil. Et la santé mentale, tout est lié, vraiment. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, merci. Désolée, j'ai fait commencer. Marine L'Orphelin, merci pour vos mots et pour votre sincérité. Je pense qu'on a tous senti ça à ce moment-là. Malheureusement, on n'a pas le temps pour les questions, je suis désolé. Même pas 2 minutes. Allez, 2 questions. Le premier qui lève la main, le premier servi. Hein. Allez-y, monsieur. Oui, en fait, dans mon livre, il y a tout ça. Il y a le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, la santé mentale, le suivi chez votre médecin, il y a tout ça. Ils sont là-bas, dans l'autre pièce sur le stand du CHU. Je vais les dédicacer juste après. Une autre question, madame. On répond rapidement. Ah, la question des vitamines. Je l'ai toujours. Alors, je ne conseille pas une cure de vitamines décidée sans preuve de nécessité. Donc, il y a des carences avérées dans la population française, la vitamine D notamment. Quasiment toute la population française est carencée en vitamine D. Des carences en fer chez les femmes. Donc, oui, il y a des carences qui sont très fréquentes. Et donc, du coup, probablement que vous avez besoin d'une supplémentation. Mais je vous invite
vraiment à en parler avec votre médecin, ça peut être juste dans votre consultation annuelle, mais de dire « Ah, pensez à me prescrire ma vitamine D pour cet hiver ». Le faire, ça vaut le coup de la doser dans plein de situations, mais on perd ses cheveux, on est fatigué, on tombe malade tout le temps, c'est intéressant de doser le fer. Après, pour le reste, il y a beaucoup de marketing sur les compléments alimentaires. La base, c'est une alimentation équilibrée, variée, de saison. Voilà, biologique ou pas, après ça dépend de ses moyens et de ses convictions. Mais si on peut, de saison et varié, c'est vraiment la base. Normalement, si vous mangez varié, vous couvrez largement vos apports alimentaires. Après, selon les régimes alimentaires, on peut avoir quand même un risque plus élevé de carence chez les véganes, notamment végétaliens. Pardon, j'essaie de répondre vite. Et si on est sportif ou si à un moment de nos vies, par exemple les femmes enceintes, on a besoin de supplémentation aussi vitaminique, mais qui doivent être adaptées à vos besoins et à ce moment de la vie, en fait. Voilà. Eh bien, merci. Pour les personnes frustrées qui auraient voulu poser des questions à Marine. Pas la dame là-bas. Vous avez une question? Oui, voilà, c'est que ah oui, ok. Pour celles et ceux qui le veulent. Une dernière. Une dernière. Allez. Oui. Oui. Ouais, je sais que c'est hyper compliqué quand on travaille de nuit. Exact. Ouais, j'en avais discuté avec des infirmières et des aides-soignants. C'est hyper compliqué quand on travaille de nuit et du coup la sieste peut vraiment être votre meilleur allié. Et j'ai pas de secret à vous donner vraiment là-dessus. Je sais que c'est très compliqué, mais je pense que là votre meilleur atout c'est vraiment la sieste et d'essayer au maximum d'avoir quand même, on va dire, une régularité dans, en tout cas, ces périodes où vous êtes posté, quoi. D'avoir à peu près les mêmes horaires, mais sur les périodes où vous êtes posté. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Et pour les personnes qui le souhaitent, Marine L'Orphelin est présente dans la salle des conférences pour dédicacer son livre. Il y a plein de petits fascicules super intéressants sur les stands, notamment sur celui du CHU, là, sur l'alimentation. Enfin, il y en a plein sur plein de sujets, donc allez voir sur les stands.